Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur la proportionnalité où on parlera également de pourcentage et de grandeur composée. Donc voici le plan de la leçon. On commence par le grand 1, la proportionnalité, par un rappel de la définition. Donc on dit que deux grandeurs, on parle de grandeurs, sont proportionnelles si pour passer de l'une à l'autre, on multiplie toujours par le même nombre non nul. Attention, ce nombre ne doit jamais être nul, et on parle alors de constante pour ce nombre qui est non nul. Une habitude à prendre, c'est de nommer les deux grandeurs, voilà, de ne pas les confondre avec les unités, avec les valeurs qu'elles peuvent prendre, etc. Et par exemple, d'essayer de construire un tableau de proportionnalité en explicitant correctement les deux grandeurs dont on parle dans un exercice ou dans la vraie vie. Alors pour activer les connaissances, il faut pouvoir reconnaître à chaque fois une situation de proportionnalité dans trois cas différents, donc qui sont ici, à partir d'un tableau de normes, généralement, vous l'avez appris à l'école primaire, vous savez toujours le faire, à partir d'un graphique, c'est assez facile, il faut bien mémoriser les différents cas, mais on y arrive facilement, et en fonction de la situation, on va détailler quelques cas pour en reparler. Alors voilà, si on donne les deux tableaux suivants, on se pose la question de savoir s'ils représentent une situation de proportionnalité. Alors prenons le premier tableau. On s'aperçoit que pour passer de 3 à 21, on multiplie par 7. Voilà, pour aller d'ici à ici, on multiplie par 7. Mais si je veux faire la même chose ici, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, on n'est pas dans une situation de proportionnalité parce que les nombres de la deuxième ligne ne s'obtiennent pas à partir des nombres de la première ligne en multipliant toujours par le même nombre. Alors, je l'ai écrit un petit peu différemment dans la correction. Attention, parce qu'il y a une propriété de tableau de proportionnalité qui est intéressante, c'est quand on est dans un tableau de proportionnalité, on peut remarquer que 3 plus 4, ça fait 7, et que 21 plus 2, ça fait 23. Alors ça peut nous servir à trouver des valeurs qui seraient manquantes dans le tableau, à une condition, que l'on sache d'abord que c'est un tableau de proportionnalité. Donc on peut avoir cette propriété sans être dans un tableau de proportionnalité. Deuxième exemple, alors pour passer de 2,2 à 11, il suffit de multiplier par 5. Et on s'aperçoit que si on multiplie 3,5 par 5, on trouve encore 17,5. Et il faut vérifier pour toutes les colonnes. Et c'est évident dans la dernière, si on multiplie par 5 le nombre 10, et bien on trouve bien 5. Ici, on est bien dans un tableau de proportionnalité parce que tous les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première ligne par un seul et même nombre, qui vaut 5, on dit que c'est un opérateur. Et donc, ce tableau de nombres illustre bien une situation de proportionnalité. À partir d'un graphique, donc là, on a mis différentes courbes, on a mis des couleurs, on va les reprendre une par une pour en discuter. Voilà, dans ce graphique, la courbe verte, c'est une droite, voilà. Mais cette droite, elle ne passe pas par l'origine du repère qui est ici, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Cette courbe bleue, alors on apprendra plus tard au lycée que c'est une parabole, donc ce n'est pas une droite, voilà, mais elle passe bien par l'origine. Donc, elle passe bien par l'origine, mais comme ce n'est pas une droite, cette courbe n'illustre pas une situation de proportionnalité. Cette courbe rouge ici est une droite, voilà, et elle passe bien par l'origine, donc cette courbe illustre une situation de proportionnalité. Cette courbe-là est une droite, elle ne passe pas par l'origine, elle coupe bien l'axe des ordonnées, mais elle ne passe pas par le point origine du repère, donc elle n'illustre pas une situation de proportionnalité. Et cette courbe-là, en fait, elle est droite et elle passe par l'origine, mais attention, ici, vous voyez bien qu'il y a deux directions, en fait, c'est comme s'il y avait deux demi-droites, voilà, à cause de ce point et du changement de direction ici, même si ça passe par l'origine, cette situation n'est pas une situation de proportionnalité. Donc ça, il faut le travailler. On le reverra dans des exercices WIMPS. Vous verrez, c'est assez facile et ça, on trouve facilement la solution. À partir d'une situation, donc on va étudier quatre situations. On va les détailler derrière directement avec la correction. La question, c'est un pull est vendu 22 €, 3 pulls coûtent 50 €. Voilà. Le prix est-il proportionnel au nombre de pulls achetés? Alors, ce qui est intéressant dans l'énoncé, c'est de remarquer qu'on vous a parlé des deux grandeurs. C'est le prix, première grandeur, qui est proportionnel au nombre de pulls achetés. Donc en fait, on pourrait très bien faire un tableau de proportionnalité en mettant nombre de pulls et puis ici en mettant le prix des pulls.
Donc un pull est vendu 22 €. Voilà, 3 pulls coûtent 50 €. Pour passer de là à là, par exemple, on multiplie par 3. Pour passer de là à là, on ne multiplie pas par 3. D'accord? Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité dans cet exemple-là. Ce serait un tableau de proportionnalité si, à la place de 50, ici, on avait 66. Deuxième exemple, on veut acheter des pommes. 2 kg coûtent 4,60 € et 6 kg coûtent 13,80 €. Là également, le prix est-il proportionnel à la masse achetée? Donc là, on vous a dit le prix, première grandeur, et ici la masse, deuxième grandeur. Donc on pourrait faire de la même manière un tableau. Donc dans la première colonne, on écrit les grandeurs. Donc d'abord, quand on fait des achats, on pèse, et ensuite on calcule le prix. Donc 2 € coûte 4,60 €, 6 € coûte 13,80 €. Donc on voit ici que quand on multiplie par 3 et qu'on multiplie ici par 3, on trouve le bon nombre. 3 x 6, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 3 x 4, 12 et 1, ça fait 13. Un chiffre après les virgules, donc on retrouve bien le 13,8. Donc la masse est proportionnelle au prix, ou le prix est proportionnel à la masse. Les grandeurs sont bien proportionnelles entre elles. Un autre exemple, à la station essence. Donc on a un prix payé, un volume acheté. Donc, quelles sont les grandeurs à considérer? C'est le volume, cette fois-ci, et le prix. On peut faire un tableau comme ça, en disant, donc, pour 45 litres, on a payé 62,1, et pour 25 litres, on a payé 34,5. On va regarder si ces grandeurs sont proportionnelles ou pas. Donc, on pourrait essayer un tableau. Ici, on a décidé de calculer, en fait, le coefficient. Donc, on trouve 1,38. Et puis également pour la deuxième colonne, donc on peut dire que les deux grandeurs sont proportionnelles. Voilà. Quant au périmètre d'un cercle, est-ce qu'il est proportionnel à son diamètre? Alors là, on ne va pas faire de tableau. En fait, on va utiliser la formule. Donc le périmètre d'un cercle est donné par la formule pi fois d. Donc la grandeur ici périmètre et la grandeur ici diamètre. Quand j'ai le diamètre pour calculer le périmètre, en fait, il faut qu'à chaque fois que je multiplie par pi. Donc on a bien les deux grandeurs entourées avec un rectangle sont proportionnelles, parce que pour passer de l'une à l'autre, on multiplie toujours par le même nombre qui vaut pi. Voilà pour ces quelques exemples, donc on l'a écrit ici proprement. Je vous encourage à faire l'exo-WIMS pour être confronté à des situations et voir si en fait on est dans une situation de proportionnalité. Il faut multiplier les exemples, c'est pas grave si on se trompe, voilà. Il faut prendre confiance dans ces choses-là. Alors quelque chose qui va bien dans ce chapitre, c'est les pourcentages. Également, donc une propriété, je l'affiche en entier. Voilà. C'est que donc prendre P% d'un nombre x et multiplier ce nombre par x, par P sur 100, augmenter de P% un nombre x et multiplier ce nombre x par 1 plus P sur 100 par toute la grandeur. Donc parfois justement dans les calculs on la mettra bien en parenthèse. Donc le 1 il va permettre de garder la grandeur. Et le P sur 100, qu'on va rajouter finalement quand on développe, eh bien, ça permet d'ajouter la partie qu'il y a ici dans le premier point. Et puis si on veut diminuer une grandeur P d'une grandeur P à un nombre X, ça revient à multiplier ce nombre X par 1 moins P sur 100. Donc on va développer un peu ici, on va retrouver la grandeur X. Et ici on enlèvera ensuite une partie en fait de cette grandeur X. Donc rien de très compliqué, généralement les élèves savent faire. Il faut le redire, donc on le fait à travers des exercices. Dans un club de sport, 37,5% des 128 adhérents ont plus de 30 ans. Combien d'adhérents ont plus de 30 ans? Alors on peut également s'aider d'un tableau. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les deux grandeurs. D'accord? Donc en fait, c'est les adhérents et les adhérents qui ont plus de 30 ans, en fait, qui nous intéressent. Donc ce premier nombre, ici, il nous dit quoi? Il nous dit que si les adhérents ils étaient au nombre de 100, 37,5 auraient plus de 30 ans. Et la question, c'est quand ils sont 128, voilà, quel est le nombre ici? Alors, où on utilise une proportionnalité
Pour passer de là à là, on multiplie par 37,5 et on divise par 100. Et donc, on va le faire pour le 128 et on trouvera le résultat. Ou alors, en fait, on peut utiliser un produit en croix. Généralement, les élèves aiment bien faire ça. Mais, voilà, ce qui a toujours été intéressant, en premier, c'est de se dire quelles sont les deux grandeurs qui sont proportionnelles. C'est le nombre total d'adhérents. Et nous, on s'intéresse aux adhérents qui ont plus de 30 ans. Donc, c'est cette grandeur qui est là. Retenez bien le calcul. 128 multiplié par 37,5 sur 100, puisque dans la correction, je l'ai fait d'une autre manière, me semble-t-il. Donc en fait, il s'agit d'appliquer la définition que j'ai donnée à la page précédente et de dire qu'on veut prendre 37,5% de 128. Donc on veut prendre P% d'une grandeur X, on multiplie X par P sur 100. Donc évidemment, on a exactement le même calcul que dans le tableau de proportionnalité. Et ça vous montre pourquoi, en fait, ce pourcentage est traité dans le chapitre sur la proportionnalité. Évidemment, on profite pour faire une petite conclusion rédigée. Un deuxième exemple. Donc, un objet coûte 9 € et subit une augmentation de 3%. Donc, ben voilà, augmenter, cette fois-ci, de P% de 3%, une grandeur X qui vaut 9 ici, ça revient à multiplier cette grandeur par 1 plus P3 sur 100. Donc, c'est exactement le calcul que l'on a fait. On peut le rédiger comme ça. Et puis, on finit les calculs. Ou alors, deuxième méthode, pour ceux qui commencent à bien comprendre comment on fonctionne, deuxième méthode, ça serait de faire un tableau de proportionnalité. Voilà. En disant, en fait, c'est le prix avant l'augmentation et le prix après l'augmentation. Donc, ce qu'on cherche, c'est combien coûtera un objet quand il coûte 9 €. Mais on peut réfléchir, en fait, subir une augmentation de 3%, ça veut dire que si l'objet il coûte 100 €, par exemple, ou 100 pièces d'argent, on s'en moque de l'unité, en fait, après l'augmentation, il coûtera 103. Donc ça revient ici, pour passer de cette ligne à cette ligne, à multiplier par 103 et à diviser par 100. Et vous aurez bien remarqué que c'est exactement le calcul que l'on fait ici. Donc on est bien toujours, quand on fait ces pourcentages, calculer le pourcentage d'une grandeur, augmenter une grandeur d'un certain pourcentage ou la diminuer d'un certain pourcentage. En fait, on est bien toujours dans une proportionnalité. Donc il nous reste donc un exemple à créer, puisque dans la propriété, il y avait 3 points. Cette fois-ci, on va diminuer. Donc là, on a un sportif qui perd 12% de sa masse pendant un match. Donc on est avec une masse avant le match et la masse après le match. Donc ici, il perd 12% pendant un match. C'est-à-dire que s'il pesait 100 kg, ben à la fin du match, il pèserait 88 kg. Là, on me dit qu'il pèse 68 kg à la fin du match. Et donc, on me demande quel est son poids initial. Donc ben là, on est prudent. On dit soit M, puisqu'on ne la connaît pas, c'est ce qu'on cherche, la masse avant le match. Et quand on a une diminution de 12% de cette masse M, en fait, cela veut dire qu'en multipliant cette masse M que l'on cherche à déterminer par 1 moins 12 sur 100, on doit tomber sur 68 kg. Donc le nombre entre parenthèses, il est facile de montrer qu'il vaut 0,88. Il faut ensuite résoudre cette équation. On ne change pas les solutions d'une équation en divisant ces deux membres par un même nombre. Donc ici, on divise des deux côtés par 0,88 pour résoudre l'équation. Dans le membre de gauche, il nous reste M. Et puis, on finit les calculs. Approximativement, ça fait 77,27, etc. Et donc, on conclut, du coup, là, on fait un arrondi. Avant le match, le sportif pèse environ 77,3 kg. Voilà, une partie sur les grandeurs composées. Donc, vous l'avez fait dans un exercice peut-être de physique cette année, avec d'autres choses, un nombre de moles, une masse, avec une intensité d'un courant électrique et la tension au bord d'un dipôle. Voilà. Et puis moi, j'ai pris 3 exemples sur la vitesse, le débit, la masse volumique. Et puis après, un dernier point sur des conversions qui doivent devenir automatiques maintenant pour vous. Donc d'abord, on redonne une définition de la vitesse. La vitesse moyenne, c'est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division d'une distance, ici notée D, par le temps mis pour parcourir cette distance que l'on note T. Donc on a que la vitesse, la définition, c'est la distance divisée par le temps. Mais, en fait, cette première formule va nous donner 2 autres égalités.
si on décide de multiplier par t les deux membres de cette équation, on va ici avoir d fois t, et donc les t vont simplifier, on va avoir le d, et puis ici on aura vt. Donc ça veut dire que quand on cherche la distance, on peut très bien écrire la formule sous la forme d, la distance c'est la vitesse fois le temps. Et puis si on continue et qu'on divise cette fois-ci par v, cette deuxième égalité, on obtient facilement cette égalité. Alors, pourquoi faire cela dans le chapitre en fait sur la proportionnalité? Mais ici, on voit qu'on a la multiplication, et donc si la vitesse d'un véhicule elle est constante à un certain moment, et bien en fait on aura bien que les deux grandeurs, la distance et le temps, seront proportionnels, et donc le coefficient de proportionnalité en fait c'est ce que l'on appelle la vitesse moyenne. Donc si une voiture dans un exercice roule à une vitesse constante de 85 km/h, quelle distance parcourt-elle en 1h25? Donc on peut utiliser la formule D, c'est la vitesse fois le temps. Alors évidemment il faut faire attention aux unités. Ici la durée elle est exprimée en heures et minutes, et pour pouvoir la multiplier il faut la mettre en heures décimales. Donc 1 heure et 35 minutes c'est 1 heure et 35 soixantièmes de minute, et 35 soixantièmes d'heure, pardon. Donc on a facilement que ça vaut 1,583. Donc ensuite on peut multiplier la vitesse qui est donnée ici par le temps qui est donné, la durée du parcours qui est donnée ici, et on trouve 134 km. Donc en un peu plus d'une heure et demie, à 85 km/h, on va pouvoir parcourir 134 km. On pourrait également faire un tableau de proportionnalité, ça ne serait pas interdit, pour dire quelles sont les deux grandeurs qui sont proportionnelles. Donc c'est la distance et le temps qui sont les deux grandeurs proportionnelles. Et on me dit que en fait, en 1 heure, donc le temps, l'unité, ça sera l'heure, mais la grandeur, c'est le temps. En 1 heure, la distance est 85. Ça veut dire que je décide ici d'exprimer la distance en kilomètres. Et la question qu'on me pose, donc, c'est quelle distance ici elle ferait comme parcours si j'avais 1 heure et 35 minutes. Là aussi, pour pouvoir faire le calcul, il faut que je convertisse ces heures et minutes en heures, donc évidemment c'est exactement le même calcul que tout à l'heure, c'est 1,583. Et donc puisqu'on est dans un tableau de proportionnalité, on peut se dire que pour aller d'ici à ici on divise par 85, pour aller de là à là on multiplie par 85, on pourrait faire exactement le même calcul de là à là, ou on peut dire que pour aller de là à là on multiplie par 1,583, donc pour aller de là à là on multiplie par 1,583, c'est le calcul que l'on a fait ici, et on trouverait le résultat. Donc vous voyez, à chaque fois, il peut y avoir plusieurs manières de s'en sortir, soit en réécrivant un tableau de proportionnalité en faisant attention aux grandeurs que l'on va utiliser de la manière de les écrire dans le tableau, ou alors en utilisant les formules de la définition. Un deuxième exemple, donc lors d'un essai d'un TGV, il a parcouru cette fois-ci, on donne un kilométrage, donc c'est-à-dire une distance, ici, donc ça, ici on a la première grandeur, et ici on donne un temps, donc la deuxième grandeur, et on cherche la vitesse moyenne sur ce trajet. Donc là aussi, avec la formule CZ, il faut quand même convertir ces 24 minutes en heures. Donc là, on a utilisé un tableau de proportionnalité aussi, mais ça peut être un moyen facile pour convertir des heures et des minutes. Donc 1 heure, c'est 60 minutes. 24 minutes, je ne sais pas combien ça fait d'heures, donc on fait ce qu'on veut, un produit en croix, de là on multiplie par 60, ici on divise par 60, vous faites comme vous voulez. On trouve surtout que ça vaut 0,4. La vitesse moyenne est donc, là on va utiliser la formule, donc c'est la distance sur le temps. La distance on la connaît, c'est le 160 qui est là, et le temps, on vient de l'exprimer correctement avec des heures, c'est 0,4. Et quand tout calcul fait, on trouve que ça fait 400, et donc ça veut dire que la vitesse moyenne de ce TGV est de 400 km/h. Un autre exemple avec une vitesse cette fois-ci qui nous est donnée en première grandeur. Ici on a une vitesse moyenne, ici on a une distance, donc on va chercher la durée. Donc on utilise la formule, la durée t c'est égal au rapport au quotient de la distance divisé par la vitesse. On remplace par les grandeurs. On a fait attention à une chose, en fait, c'est que cette vitesse moyenne, cette première grandeur et cette distance ici, elles sont données avec une unité commune qui sont les kilomètres. Donc on peut, sans autre conversion, utiliser les deux valeurs numériques, 15 et 20, dans le calcul qui est posé ici. Donc on pose le calcul, il est plus joli de donner la fraction réductible, du coup on peut même le calculer
directement en heures dites heures décimales, c'est 1,33 heures. C'est-à-dire c'est 1 heure et un tiers d'heure, et un tiers de 60 minutes, c'est 20 minutes. Ça se fait de tête, donc ça fait t égale 1 heure et 20 minutes. Donc évidemment, on fait une phrase de conclusion, le trajet dure 1 heure et 20 minutes. Une deuxième grandeur composée, c'est le débit. Donc on rappelle la définition, le professeur de physique a dû le faire également. Le débit, c'est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division d'un volume déplacé par le temps que l'on met pour déplacer ce volume. Donc voilà, quand on a cette formule D est égal à un volume sur un temps, on peut décider en fait de multiplier ces deux grandeurs, les deux membres de l'égalité par le temps. Ici, ça simplifie, donc ça fait seulement V, et je viens d'écrire en fait sans m'en apercevoir cette deuxième formule. Et si je pars de cette deuxième formule et que je décide en fait de diviser les deux membres par D, après simplification, en fait, je viens d'écrire que le temps, c'était le volume sur le débit. Et ça me donne cette troisième formule qui est ici. Donc, d'une formule qui provient de la définition, voilà, le débit, c'est un volume sur un temps mis pour déplacer ce volume. On a trois formules simples. Le débit du Rhône sous le pont de Tarascon-Beaucaire est de 1683 mètres cubes par seconde. Que veut dire la phrase ci-dessous? Cela veut dire que chaque seconde, puisqu'ici c'est donné pour une seconde, pour chaque seconde, on a sous le pont 1683 mètres cubes d'eau qui passe. Ça fait beaucoup de petites bouteilles, hein, évidemment. Quel volume d'eau passera en 1 minute sous le pont? En 1 minute, il passera 60 fois plus de bouteilles, puisque 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, on a la formule que le débit, c'est le volume multiplié par le temps. Le temps, moi, dans mon débit, est en secondes, donc il faut que je le mette en secondes. Ce qui m'intéresse, c'est que la durée, elle est de 1 minute. 1 minute, je dois l'exprimer en secondes, c'est 60 secondes, ce qui me permet de poser cette multiplication. Et tout le calcul fait, on trouve 100 980 mètres cubes. On peut également faire un tableau de proportionnalité. Je vous encourage à le faire, d'essayer de le poser en identifiant correctement les grandeurs que vous pouvez mettre dans la première colonne. Et vous devez trouver le résultat qui est ici. Je l'ai fait pour la vitesse, je ne le refais pas pour... Deuxième exercice, le débit de la Seine à l'entrée de Paris est de 328. Donc la première grandeur que l'on me donne, c'est un débit. Et on me demande un temps. Voilà. Donc on va regarder comment on peut s'en sortir. Alors, avec la formule, eh bien, on a que le temps, c'est le volume déplacé sur le débit. Alors là, on vous le redit, ici, il faut faire attention aux unités, parce que effectivement, on a bien des mètres cubes qui sont donnés et des secondes, et ici, on a des mètres cubes, donc on n'a pas d'attention en fait, particulière à avoir. On vérifie quand même que les unités sont cohérentes. Donc, on remplace le volume par sa valeur 100 000 mètres cubes, et le débit donc est de 328 mètres cubes par seconde, et donc ici le temps qu'on trouve ce sont des secondes. Donc c'est bien ce qu'on écrit dans la phrase de correction. Évidemment 304 secondes 88 ça n'a pas de sens. 5 fois 60 ça fait 300. Voilà, donc ça veut dire qu'il nous faut à peu près 5 minutes et 5 secondes pour voir passer 100 000 mètres cubes d'eau sous le pont à l'entrée de Paris. Un autre exemple, Arthur remplit un seau de 5 litres en 25 secondes. On demande cette fois-ci le débit utilisé par le robinet. Donc là, c'est la formule du débit, c'est le volume déplacé, c'est 5 litres. Voilà, sur 25 secondes. Mais on me demande un débit sous la forme litres par minute. Donc il faut que je convertisse ces secondes en minutes. C'est ce que je fais là dans le début de la correction. Donc c'est 25 secondes, c'est 25 soixantièmes de minute, soit 5 douzièmes de minute. Alors on peut garder cette fraction, ça m'évite d'avoir des calculs approchés, et on écrit la formule, donc volume sur la durée. Donc le volume, on a dit que c'était 5 litres, on a remplacé. Et puis cette durée, c'est 5 douzièmes, évidemment c'est ici la division principale. Donc divisé par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. L'inverse de 5 douzièmes, c'est 12 cinquièmes. J'ai bien fait de garder ma fraction, je peux simplifier par 5, et je trouve que le débit est de 12 litres par minute, puisque mes deux grandeurs ici étaient exprimées en litres et en minutes. Un exercice sur la masse volumique. Là aussi, le professeur de physique a dû vous rappeler la définition de la masse volumique. La masse volumique d'un corps homogène, c'est le quotient
de la masse de ce corps par le volume qu'il occupe. Donc ρ, ça se prononce ρ est égal à m sur v. Même principe de cette première égalité qui provient de la définition. On trouve deux autres formules en multipliant par exemple ici par v et puis ici après en divisant par ρ pour passer de celle-ci à celle-ci. Premier exercice, la masse volumique du fer est de 7,8 g par centimètre cube. On veut calculer la masse de 5 décimètres cubes de fer. Alors déjà, on se dit, tiens, attention, centimètre cube, décimètre cube, il va falloir faire attention. Donc, on me demande de calculer la masse. Donc, dans les formules précédentes, la masse est ρ fois V. Donc, ce volume, ρ, c'est la masse volumique. Et ici, j'ai un volume. La masse volumique est en grammes par centimètre cube. Le volume, on me l'a donné en décimètres cubes. Donc, mon volume en décimètres cubes, immédiatement, je le mets en centimètres cubes. Et donc, ensuite, je remplace le ρ par sa valeur et le V par sa valeur. Je fais la multiplication et je trouve 35 000 grammes. Alors, évidemment, 35 000 grammes, on ne dirait pas comme ça. 4,5 décimètres cubes de fer, ça pèse 35 kg. Deuxième exercice. La masse volumique de l'aluminium est de 2,7 g par centimètre cube. Calculez le volume pour avoir un petit bloc qui pèse 380 g. Donc je cherche le volume, donc j'utilise la formule que le volume c'est la masse divisée par la masse volumique. La masse pour la masse volumique, il faut que je fasse attention aux unités, mais ici j'ai des grammes, ici j'ai des grammes par centimètre cube. Donc je n'ai pas de difficulté particulière. Je remplace les grandeurs par les valeurs. Je fais le calcul avec ma calculette et puis je peux conclure. Donc le bloc d'aluminium qui pèse 380 grammes, son volume c'est à peu près 141 cm3. Troisième exemple, donc on est toujours, c'est pour utiliser une de trois formules à chaque fois. Donc on a un bloc de métal qui pèse 28,95 grammes et qui occupe un volume de 1,5 cm3. Donc ça veut dire un petit cube de 1,5 cm de côté à chaque fois. On va calculer la masse volumique de ce métal. Donc là, on a des grammes, des centimètres cubes, rien de particulier. On va appliquer la formule. ρ, c'est la masse sur le volume. On remplace par les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé. On calcule et donc on fait attention, on précise bien les unités qui viennent en fait directement de l'énoncé qui est ici. Donc rien de difficile à chaque fois. Il faut bien savoir la définition pour retrouver la formule initiale et savoir surtout passer d'une formule à la deuxième, de la deuxième à la troisième, pour pouvoir en fait savoir isoler à chaque fois une des composantes de la formule. Quelques conversions. Donc avec un débit de 400 mètres cubes par seconde, combien de temps faut-il pour obtenir 400 litres? Donc là, on a un volume ici, et ici on a également un volume. Ici exprimé en mètres cubes, ici exprimé en litres. Donc 1 mètre cube, c'est-à-dire un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, eh bien ça représente 1000 litres. Et donc, si je veux avoir 400 mètres cubes, combien j'aurai de litres? Eh bien, on voit assez facilement que ça fait 400 000 litres. Donc on peut dire que 400 mètres cubes par seconde, ça revient à 400 litres par seconde. Donc maintenant, on peut redonner la définition, que le débit, c'est V sur T. Donc on a ensuite un volume sur un débit. Donc le volume, c'est le volume qu'on cherchait, combien de temps il nous faut pour obtenir ce volume de 400 litres. Comme on avait des litres, il nous fallait un débit exprimé en litres par seconde. Donc c'est ce qu'on a fait ici, avec les simplifications qui vont bien. On voit que le temps, c'est 0,01 seconde. Donc c'est assez rapide vu le débit. Alors voilà des exercices que vous aurez forcément en interro. On a ici une grandeur qui est en mètres cubes par seconde. On vous la demande en litres par heure. Donc ce 0,05 mètres par seconde, combien ça vaut en litres par heure? Donc il faut apprendre à le faire. Rien de bien compliqué quand on sait convertir les mètres cubes et les litres. Donc on sait que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc pour passer des mètres cubes au litre, en fait, on multiplie par 1000. Donc quand je multiplie ce nombre-là, 0,005 par 1000, j'obtiens 5. Donc ça veut dire que l'unité que j'ai changée au départ, c'est les mètres cubes en litres, ce que j'ai écrit ici, mais j'ai gardé toujours les secondes pour l'instant.
Ensuite, je vais me couper des secondes. Donc, j'ai 5 litres par seconde. Je le veux en heures. Comme une heure, c'est égal à 3600 secondes, eh bien, en une heure, je vais avoir 3600 fois plus. Donc, je multiplie par 3600, je finis le calcul. Donc, je suis passé de ce 0,05 mètres cubes par seconde à 18 000 litres par heure. Donc, en fait, j'ai changé les unités qui étaient ici, mais cette grandeur et cette grandeur représentent exactement la même quantité. Voilà un autre exemple de conversion. Donc, j'ai 1200 litres par heure, je le veux en litres par seconde. Donc, si en une heure, j'ai 1200 litres, en une seconde, j'en aurai 3600 fois moins. Donc, c'est ce que j'écris ici. Donc là, j'ai qu'une unité à convertir en fait. Donc, je divise par 3600. Puis là, ici, j'écris le résultat. Et je suis bien passé, ce que je voulais ici, un résultat en litres par seconde. Je l'ai bien obtenu ici. Voilà, cette fois-ci, on me demande de passer d'une grandeur en litres par heure en mètres cubes par seconde. Là, avec les deux unités, le litre devient des mètres cubes, les heures deviennent des secondes. Donc, on sait qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je l'ai en litres, en mètres cubes, j'en ai 1000 fois moins. Donc, j'ai divisé ce nombre par 1000. Ici, j'ai 4 zéros, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Et donc, je suis passé de litres, en fait, de litres ici en mètres cubes. Mais toujours par heure. Alors, moi, je le veux en secondes. Donc, comme dans une heure, il y a 3600 secondes, ça veut dire que quand j'ai 720 000 mètres cubes par heure, et bien, évidemment, en une seconde, j'en aurai 3600 fois moins. Une petite erreur de frappe ici, il faut évidemment diviser. Et quand on divise 720 000 par 3600, on obtient 200 mètres cubes par heure. Donc attention ici, petite faute de frappe quand j'ai tapé le coup. Nouvelle conversion, donc j'ai une vitesse cette fois-ci qui est en mètres par seconde et je la veux en kilomètres par heure. Donc mes 10 mètres, je vais le convertir en secondes. 10 mètres, je vais le convertir en kilomètres, ça fait 0,01 km, donc j'ai gardé mes secondes ici. Et puis si ça, je le fais en une seconde, et bien évidemment, en une heure, je vais en faire 3600 fois plus, donc je multiplie par 3600, et tout calcul fait, 10 mètres par seconde, c'est 36 km par heure. 70 mètres par seconde, je le veux en km par heure, donc même chose. 70 mètres, je le convertis d'abord en kilomètres, ça fait 0,07 km. Donc ça, c'est ce que je peux faire en une seconde, mais si je veux le faire en une heure, je vais en faire 3600 fois plus. Donc 70 mètres par seconde, ça correspond à 252 km par heure. Voilà un petit peu pour ces exercices. Donc il faut faire d'autres conversions, il faut que ça devienne à peu près automatique. Et quand vous avez une double conversion comme ça, une unité qui est exprimée en mètres par seconde, eh bien, il faut à chaque fois convertir la première en fait, et puis ensuite la deuxième unité.